Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme qui a osé casser les codes. C'est un ancien fonctionnaire, un ancien sportif de haut niveau. Il est devenu entrepreneur à succès. Il incarne la liberté. Il a osé sortir d'un cadre confortable pour se réinventer. Et donc j'ai l'honneur de recevoir Cyril. Salut Matt, comment on va? Ça va très très bien, très très bien. Merci de me recevoir. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, hein. Une bonne quinzaine, je pense. Une bonne quinzaine d'années, ouais, voilà. Donc, bah, comme tu sais, hein, c'est vrai que maintenant, dans le cadre de Strike Up Academy, on a à cœur justement de pouvoir, faire partager, les expériences, notamment des conseillers immobiliers, des entrepreneurs et automatiquement, je me suis retourné vers toi à travers ton parcours, à travers la personne que tu es pour, que tu puisses nous faire, un retour et vous inspirer. Donc merci encore à toi, Merci à toi. ça va être top. Bah, écoute, ce que je te propose, si tu es d'accord, dans un premier temps, ça va être de te présenter rapidement et puis après on va balayer. J'ai plein de questions, tu vas voir, on va tout balayer ensemble Allez, vas-y, de façon à pouvoir faire en sorte que qu'on puisse savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens et surtout ce que tu as fait. ok. C'est parti? Allez, parti, go! Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, pour te présenter déjà rapidement? Cyril aujourd'hui, c'est un entrepreneur, un networker, un investisseur, mais à la base, Cyril, c'est un petit Vosgien, un petit jeune Vosgien, originaire des Vosges, ouais. J'ai vécu là-haut toute ma jeunesse, toute mon enfance, en fait. Issu d'une famille classique, j'ai envie de dire. Mes parents travaillaient tous les deux dans une grosse entreprise locale, tu vois, ils ont quasiment fait toute leur carrière dans la même boîte. D'accord. Fidèle, aux valeurs, vosgiennes. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc élevé avec ces valeurs-là, avec des fortes valeurs. Je suis fils unique, OK. mais pas du tout le cliché du fils unique qu'on peut avoir pour y gâter. D'accord. Non, non, élevé avec de vraies valeurs, le travail, le respect, l'effort. D'accord. Donc voilà ce qui caractérise un petit peu mon enfance. Ouais et puis un peu la personne que tu es aujourd'hui, enfin, on va le voir tout à l'heure, mais un peu à travers ton parcours. OK. Donc, au niveau de l'éducation, très bien. Au niveau, si on peut parler, si tu es d'accord, sur la partie scolaire un petit peu, pour voir un petit peu comment tu as abordé, la manière, scolaire, voir un petit peu ton cursus, avant de te lancer? Ouais, ouais, bien sûr, partie scolaire, c'était un peu plus borderline. D'accord. C'était pas mon atout. Je suis pas très scolaire. Pas très scolaire, j'aime apprendre, mais à ma méthode, à ma manière. J'apprends encore aujourd'hui tous les jours, mais je crois que le cursus scolaire, c'était pas fait pour moi. Ouais, tu te retrouverais pas forcément dans le moule, du système traditionnel? Du tout, D'accord. du tout. Pour moi, l'école, c'était les potes, c'était les filles, mais en aucun cas, les profs, je crois qu'ils m'ont jamais aimé, donc D'accord. ils disaient tout le temps que je fais rien de bon et du coup, je pense que je les appréciais pas non plus forcément, donc j'ai jamais été très copain avec l'école. D'accord, ouais, pas forcément la vision, qui allait bien et plus réfractaire. Ouais, c'est ça, j'ai retripié ma cinquième et du coup, j'ai dû changer de collège, partir dans un lycée, plutôt professionnel après. OK, d'accord, prendre une orientation un peu plus, technique. Je suis parti faire un CAP, BEP en menuiserie et c'était pas du tout ma voie, mais c'était un peu la voie échappatoire, tu vois? Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, enfin, je sais pas maintenant, mais je te rejoins, hein. C'est vrai que une fois qu'on se retrouvait pas dans le système, tu un peu la voie de garage. Bon, voilà, c'est menuiserie et attention, ça reste des super métiers et maintenant, moi, comme je le dis encore avec mes enfants, je les encourage même, à aller sur cette filière justement professionnelle pour apprendre le métier. Mais, oui, un peu ce sentiment d'être incompris et puis finalement, bah, derrière tu te braques, et puis, bah, forcément tu travailles pas, les résultats sont pas là et puis tu pas et c'est un cercle vicieux et on va pas faire politique, remettre en place le système scolaire, mais c'est vrai qu'il y a eu, en tout cas à l'époque, de vraiment plat dessus, quoi. OK, donc après derrière plus sur la partie donc, menuiserie? C'est ça. Je fais un CAP, BEP en menuiserie. Après je pars sur, un bac pro en dessin industriel. OK, donc, tu arrives quand même à trouver. Ouais, j'arrive arrivé au lycée, je m'y mets un peu plus. Je vois OK. la maturité arrive, on se dit qu'il faut quand même bosser un minimum et puis, ouais, je pars sur un bac pro. J'étais encore moins après sur le service, militaire obligatoire, oui. Donc je pars faire mon service dans la foulée. J'ai mon bac et je crois qu'un mois ou 2 après.
je pars faire mes services. Et là, pour le coup, je m'engage. J'avais compris que si je faisais 11 mois, je touchais une misère. Si je faisais 2 ans, je touchais entre guillemets un revenu. Donc je m'engage pendant 2 ans en gendarmerie, d'accord, qui m'a fait arriver d'ailleurs dans la région. Ok, donc c'est suite à ça, derrière, donc si je comprends bien, donc diplôme, service militaire, c'est ça. Engagement pendant 2 ans, et suite à ça, derrière, proposition de poste. Mais dans la Marne. C'est ça. Proposition de poste, enfin, proposition, disons que service, quoi, 2 ans, engagement. Ok. Engagement gendarmerie, 2 ans, je passe 2 ans extraordinaires. Et 19-20 ans, quoi, ouais, dans ces eaux-là. Et je passe 2 belles années dans la région, et ouais, tout se passe bien. J'avais quitté un peu le cursus scolaire, et ça me fait du bien. Ouais. Commencer à être plutôt indépendant, partir de la maison et tout. Donc, voilà, donc bon souvenir. Je vais me souvenir de ces années-là. Ouais. Et donc, suite à ça, derrière, il y a quoi? Il y a une proposition de poste. Comment ça se passe? Je fais mes 2 années, et en parallèle, vraiment sur la fin du service, je passe un concours. Je passe un concours de fonctionnaire que je réussis. Super. Et du coup, la partie les recrues de fonctionnariat, quoi. Ok, le fameux statut fonctionnaire, c'est ça, le fameux statut temps de la sécurité de l'emploi. Exactement. Très bien. Bah écoute, objectif atteint en tout cas à cette période. Ouais, à cette période, je pense que ouais, c'était peut-être. Ouais, c'est ce que j'avais envie, je pense, à ce moment-là. Super. Et donc là, alors, quelle est ta fonction exacte? Là, je me retrouve fonctionnaire de la défense, un civil de la défense, ça s'appelle. C'est-à-dire, je travaille pour l'armée, la gendarmerie et autres, mais en tant que civil. D'accord, ouais, ça s'appelle civil de la défense. Donc là, je fais pas mal de missions dans ce poste-là. Je m'occupais de la gestion du mobilier des généraux et tout. C'était plutôt pas mal. Ouais, au début, c'était bien. D'accord. Je me sentais bien, je m'amusais. Le boulot me plaisait, mais je me suis vite, ennuyé. Vite ennuyé? D'accord. Bon, après, c'est un peu ton tempérament pour te connaître, mais peut-être que tu as senti aussi les limites de ce que tu avais atteint, et tu te dis, tu as du mal à te projeter vers la suite, je sais pas, hein. Je pense qu'à un moment, j'ai pris un virage. Ouais, je pense qu'à un moment où j'ai pris ce virage-là, je me sentais plus spécialement à ma place là. Après, fonctionnaire, c'était très très bien, hein. Je pense que 80% des personnes kifferaient avoir cette place-là. J'avais un statut de fonctionnaire, je gagnais plutôt très bien ma vie. Donc, ça aurait pu dérouler. J'aurais pu aller jusqu'à la retraite, une retraite assez jeune en plus. Je crois qu'à 55 ou 58 ans, je pouvais être en retraite. Donc ouais, ça séduirait pas mal de monde. Ouais, donc effectivement, statut fonctionnaire, cette sécurité, ce saint graal pour certains, mais une fois de plus, toi, avec ton tempérament, ça te suffit pas. Au niveau de tes journées, elles étaient vraiment full, ou tu avais quand même du temps? Parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à croire, excusez-moi, hein, pour ceux qui sont fonctionnaires, à croire que des fois, les journées sont pas forcément pleines, quoi. Non, non, c'était exactement ça. Alors, pas tous les fonctionnaires, attention, il y en a qui ont vraiment, vraiment du taf, voire même des fois peut-être trop. Mais moi, j'étais pas débordé, on va pas se mentir. J'étais pas débordé, donc moi, j'ai des collègues, moi, ils jouaient toute la journée sur leur téléphone et autres, et moi, d'accord, c'est carrément. Ouais, c'était pas mon délire. Donc j'ai commencé à chercher justement quoi faire pendant ces temps libres. D'accord. Donc ça va, je faisais de la moto, donc la compétition me prenait beaucoup de temps, donc ça allait un peu. J'arrivais à jongler, mais je commençais vraiment à y songer. Ok. Et c'est de là où justement le MLM est arrivé à toi, alors peut-être? C'est ça. Le MLM arrive à moi comme chaque opportunité, un peu par hasard. Ok. Et là, ouais, je reçois un jour un coup de fil d'un pote pilote avec qui j'avais fait pas mal de compétitions en moto. Et là, il dit: «Oh Loulou, quand je te parle d'un truc, tu connais plein de monde enthousiaste, tu vois bien, MLM.» Et lui, à ce moment-là, lui, il a 900 kilomètres. D'accord. Je l'ai pendant 10 minutes au téléphone, et puis il m'explique un truc que j'avais rien compris. Et là, j'ai dit: vas-y, je vais faire ton truc, je te suis, je te fais confiance, on y va.» Et là, du coup, je fais ça en complément de revenu. D'accord. Pour ça a bien compléter mes journées.
Ok, très bien, je m'ennuie un peu moins du coup. Alors, si tu veux bien, si ça te dérange pas, on va revenir quand même sur ce qui est le MLM, le fameux marketing de réseau, parce que justement, ça commence à être de plus en plus connu, mais ça ne l'est pas par tous. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement comment tu pourrais expliquer ce qu'est le MLM? Le MLM, marketing de réseau, c'est tout ce qui est vente directe. Donc comme tu l'as dit, c'est très peu connu, voire même mal connu, parce que les gens n'ont pas de connaissances forcément sur le marketing de réseau. On en a encore en France à assimiler ça au système pyramidal qui est issu du marketing de réseau. C'est des petits malins qui ont compris que le marketing de réseau était hyper puissant, qui s'en sont servis pour faire. Et ça, c'est voilà, à bannir, c'est des choses qui sont interdites en France, mais le vrai MLM, nos grands-mères faisaient avec leurs copines à la maison en vendant des boîtes en plastique Tupperware. Elles allaient ça il y a 80 ans peut-être. Donc c'était une réunion entre copines pour vendre des produits. Et à la fin de la réunion, tiens, t'es pas intéressé pour faire toi aussi des compléments de revenus, puisque les MLM est essentiellement fait à la base pour faire des compléments de revenus. Donc voilà, en gros, pour schématiser le MLM avec toutes ces sociétés aujourd'hui qu'on peut connaître, hein, ils sont des Thermomix et autres, Party Light, voilà, il y a de la vente de produits dans tous les domaines, hein, du complément de repas, enfin, voilà, Karen, ça se développe. ouais, ouais, en plus, hein, pour tout produit chiant. Ce fameux bouc à oreille et puis le réseautage que tu mets autour de, c'est ça, de tout ça. Donc là, effectivement, alors tu mets un premier pas là-dessus, alors assez précurseur quand même, parce que c'était en quelle année ça? Tu parles de ça en 2008? 2008, hein, donc 2008, déjà comme tu disais tout à l'heure, les MLM aujourd'hui en 2025, ça commence à être connu, mais en 2008, quand tu parles de MLM, toi te dis c'est quoi? Fallait pour un extraterrestre. Voilà, ouais, ouais, c'était ouais, à bannir, quoi. Enfin, c'était très peu qu'on prenait. Ouais, voilà, c'est un peu ces fausses croyances avec sa peur, quoi. Je connais pas, j'ai peur, je fais pas confiance, c'est ça. Ou le cas échéant, si tu gagnes de l'argent, il y a quelque chose qui va, bah, c'est Il y a le loup, il y a un loup derrière et tout. Non, c'était juste, d'accord. tu gagnes de l'argent, il y a du travail derrière. Mais c'est un modèle économique aujourd'hui qui déplace des milliards, hein, des milliards d'euros de chiffre d'affaires avec des centaines, des milliers de sociétés peut-être. Mais c'est un vrai modèle économique qui est ultra puissant. Et donc, si on revient dans le contexte, donc là, ton pote te propose ça, c'est pour faire quoi exactement? Indépendamment du MLM, il y a quoi derrière ça? Là, c'était une société, à l'époque, c'était une société qui était un peu précurseur, une très bonne école. C'était une société, on vendait de la téléphonie. Ok. Ouais, donc de vendre. Ouais, ouais, l'intérêt, ouais. Donc on plaçait les réseaux France Télécom, on vendait des téléphones mobiles, etc. Et une très bonne école, c'était une société américaine avec une formation anglo-saxonne, donc vraiment très puissant. Chose qu'en France, ça arrive seulement avec les développements personnels qu'on voit aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était énorme en France, hein. Et là, une vraie école, donc ouais, j'apprends plein de choses. Mais toi, tu t'arrives, alors excuse-moi, mais tu arrives d'Haute tes Vosges, tu viens dans la Marne, fonctionnaire, super, tu vois des choses, mais là, tu arrives dans une société qui vient des States, enfin, c'est énorme. Ouais, T'as des conventions c'est derrière. ça, exactement, j'allais te dire, des places en convention, on est 25 000, 30 000 dans des Bercy et autres, choix à l'américaine. Donc, je me dis, wow, où est-ce que j'ai mis les pieds? Et je m'amuse. En fait. Ouais, t'es dans ton élément. Bien sûr. Moi, j'ai ma sécurité à côté, mon fonctionnariat. Je fais ça juste pour passer le temps, faire des compléments de revenus parce que c'est ce que j'avais compris à ce moment-là. Mais je découvre vite qu'on peut faire bien plus. Top. À force de me déplacer justement sur ces événements-là, je rencontre des gens qui se forment, qui s'amusent, qui s'éclatent, qui travaillent, parce que c'est du travail derrière. Et je rencontre des gens qui font vraiment des très très beaux revenus. Et là, je me dis, wow, attends, eux, ils ont compris un truc que moi, j'ai pas compris. Donc là, je décide vraiment de me mettre à ouvrir des bouquins. D'accord, on ouvrait que des bouquins de moto à l'époque. Et là, je me mets à ouvrir des vrais bouquins sur le marketing de réseau, sur le développement personnel, etc. etc. Et puis, et à passionné pardon, pour le marketing de réseau. D'accord, te former, quoi. C'est ça. Donc le fait de pouvoir rencontrer des gens qui t'inspirent, bah forcément derrière ça te donne envie de leur ressembler, si je puis dire. Ou en tout cas, aller dans la même dynamique que eux veulent t'emmener. C'est ça. Et puis, ça venait justement, peut-être ça tombait au bon moment. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, je commence à m'ennuyer, à tourner en rond. Et je pense que c'est arrivé au bon moment où j'étais prêt je pense, à
franchement pas quoi. Ok. Pour être sûr de bien comprendre, justement, là, sur cette partie-là, t'arrivais quand même à. Dans ta tête, tu t'es dit, ce MLM-là va être tout le temps en complément de mon activité principale ou je peux en faire un métier à plein temps. Rapidement, je comprends justement en construisant les bonnes personnes qu'il y a moyen de faire des choses extraordinaires. D'accord. Et j'y mets beaucoup d'énergie. Donc rapidement, je fais aussi des revenus très très intéressants. Des revenus qui dépassent de 2-3 fois ce que je faisais avec mon activité principale. Et là, je me dis, attends, s'il arrive à faire 2-3 fois ce que je gagne là en complément de revenus, si je m'y mets à 100%, il pourrait se passer des trucs. Tu m'étonnes. Donc là, ça commence vraiment à me trotter dans la tête. Ouais. D'accord. Et ça revient vraiment avec ton tempérament, justement, de gagnant. Tout à l'heure, tu parlais le fait que tu fais du sport, de la moto notamment. J'ai envie de te poser quelques questions justement en lien avec cette passion que tu as depuis tout jeune, je crois. Parce qu'au départ, c'est la barrage et les pétrolettes, la billette. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah, la moto, comme tu dis, c'est une vraie passion depuis tout petit. Depuis tout petit, mon père ne faisait pas de moto. Dommage, ils avaient plus de la voiture, plus du rallye que de la moto. D'accord. Mais moi, je m'oriente vers la moto parce que j'ai aussi des potes qui roulent en moto, etc. Dans les Bauges, chez nous, il y a quand même beaucoup de motos, les petites routes et tout. Et là, quand j'arrive dans la région, je m'ennuie un peu sur la route, c'est tout droit, c'est tout plat. Et je commence à partir sur ce qu'on appelle des track days, des journées circuits. Et direct, je me lance en compétition. Je me dis, tiens, allez, les chronos sont plutôt pas mal, on y va. Donc, je suis toujours un peu challenger, j'aime ça, je crois. Je crois que ça m'anime. Donc, du coup, je pars directement en championnat de France de vitesse. Directement. Comme ça, ouais, championnat de France, c'est direct. Puis, on y va avec une bande de potes qui m'accompagnent, qui m'aident sur les courses, etc. Et on passe 10 ans faire de la compétition et on s'éclate. Ouais. Ok, ouais, 10 années. Ouais, environ 10 ans où je l'ai fait, voilà, où je faisais un peu de compétition, des années vraiment où je faisais tout le championnat de France, après juste quelques courses et championnat de France de vitesse. J'ai aussi un peu fait je sais pas si ça va te parler, mais le mototour, c'était des courses sur route. Avec des chronos, des spéciales. Ouais, c'est ça. Donc 2 mototours quand ils partaient de chez nous, de Reims. Donc ouais, une super époque avec plein de choses, plein d'apprentissage de la moto. T'apprends la discipline, t'apprends la rigueur, l'entraînement. Si tu veux rouler vite, c'est comme si tu veux réussir dans les affaires, il faut se former, donc il faut s'entraîner. Et donc ça, vrai, ça t'apprend la persévérance. Quand il pleut, quand il fait froid, faut y aller quand même. Il faut s'entraîner tous les midis parce que c'est assez physique. Ça t'apprend aussi, surtout dans notre sport, un peu de retien aussi, je pense, mais que quand tu chutes, faut se relever. Parce qu'en moto, on chute quand même souvent. Bien sûr. Et faut se relever vite. Ouais. Et puis repartir. Hein. Dans la moto, c'est pas toujours facile de repartir parce que tu peux te faire très très mal. Donc il y a une vraie similitude avec les affaires. Dans les affaires, quand tu te luttes, c'est pas très grave. Tu vas perdre quelques euros et puis on bondit, mais on croit. En moto, ouais, tu peux quand même te faire mal. Et un point aussi important, tu soulignes, tu dis on est parti 10 ans avec l'équipe. Donc en fait, autour de toi, il y avait vraiment un cercle proche. Puis finalement, tu es seul sur la bécane, mais tu étais quand même avec eux. Ouais, c'est un sport individuel, la moto, mais t'es jamais seul en fait. Si t'as personne, c'est comme dans tout, ça ne fait rien, quoi. Et à ne pas l'avoir, on est là, j'avais des personnes, des potes qui m'entouraient, qui préparaient la moto, des sponsors, un concessionnaire qui m'a toujours suivi, qui a encore en ami aujourd'hui. Donc t'as besoin de tout ça, t'as besoin de tout ce stuff, ouais. Super. Et donc, sur ces 10 années, mais tu as dû rencontrer un tas de personnes, tu as dû élargir ton réseau puissance 10. Ouais, tu vois du monde, ouais. C'est un sport, déjà la moto, c'est un sport très... on est très solidaire dans la moto, mais alors là, 10 ans de compétition à côtoyer des gens à droite, à gauche, à travers toute la France. Donc ouais, ça développe le réseau. D'ailleurs, le marketing de réseau, je le découvre avec un coach pilote qui habitait sur Bordeaux à l'époque. Grâce à la vôtre, si je l'ai rencontré sur une course, je serais peut-être toujours fonctionnaire. La vie est vraiment faite d'opportunités. Il faut juste savoir la saisir au moment où elle toque à borquer. Super. Bon, après, tu restes humble aussi. Tu étais quand même un performeur aussi. Donc, grâce à ça aussi, ça t'a permis de te mettre en haut de l'affiche et puis aussi de pouvoir avoir énormément de contacts. Tu parlais de sponsors aussi.
Tout ça, ça t'a permis aussi de te faire la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, si je reprends, alors, donc, menuisier, fonctionnaire, sportif de haut niveau, constitution d'un réseau très important, on découvre le MLM. Oui. Et puis là, le MLM commence à te faire dévisser. Et Oui. si on revient là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Bah, MLM, donc pas mal d'années en complément de revenu, comme je disais tout à l'heure. Faut savoir que c'est vrai que MLM en France, 80% des gens, c'est fait pour faire des compléments de revenus. Des gens qui vont faire 300, 400, 500 euros par mois pour compléter les revenus, s'amuser un petit peu. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vite compris moi qu'on peut faire bien plus. Donc je m'y investis aussi bien plus. Et là, je décide à un moment où je décide vraiment de switcher et d'en faire mon métier, quoi. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, je rencontre IAD grâce à toi. Je rencontre IAD grâce à toi il y a maintenant 10 ans, pile poil 10 ans, puisque c'était le 1er avril 2015. Je me souviens encore, on était chez toi en Bonnet. Et là, je comprends que c'est fait Tomo, quoi. Ils ont mixé l'immobilier au marketing de réseau. Et là, moi j'avais compris le marketing de réseau, j'avais compris que l'immobilier, c'était quand même rémunérateur. Pour ça que je disais aussi tout à l'heure, 80% des gens ne font que des compléments de revenus, mais il faut savoir qu'aussi 80% des sociétés ne permettent de faire que les compléments de revenus. Oui. Puisque c'est de la vente de petits produits, hein, on en parlait tout à l'heure. Alors là, je prenais l'exemple de Thermomix tout à l'heure, mais quand tu vends une cure minceur, quand tu vends une bougie, c'est sûr que c'est des petits produits. Et ces sociétés-là sont essentiellement rémunératrices sur le parrainage. Et là, moi, j'avais compris qu'il y avait, si je voulais pas parrainer, recruter, je pouvais quand même faire des revenus stables. En fait, pour switcher et avoir ce déclic, il me fallait de la stabilité. J'ai 2 enfants, il y a une famille derrière, il y a tout ça. Donc il fallait aussi cette stabilité. Tu quittes pas un job de fonctionnaire où tu as 3000, 3500 balles par mois pour partir te jeter dans l'aventure et prendre 500 balles par mois en complément de revenus. Moi, j'avais vraiment envie de garder cette sécurité aussi, mine de rien, pour subvenir à la famille qui est derrière. Bah, mine de rien, c'est une décision importante, comme tu dis, parce que tu as laissé cette stabilité. Il y a des gens autour de toi, ils ont envie de prendre pour un fou de toi, vraiment, parce que t'es fonctionnaire, tu fais bien ta vie. Qu'est-ce que tu vas t'embêter, et pas dire autre chose, à être placé immobilier, indépendant, tu redémarres tous les mois à zéro, l'immobilier, il n'y a que des voleurs, etc., etc. Tous, quand je leur ai dit que je démissionnais de la fonction publique pour faire de l'immobilier, mes parents les premiers, c'est pourquoi tu fais ça, quoi. Donc quand c'est dis toujours, quand c'est des gens entre guillemets où t'en as rien à cirer, c'est pas très grave. Si c'est des collègues de ton ancien taf et autres, ça m'affectait pas. Quand c'est les personnes que tu aimes, ça commence à être un peu plus pénalisant parce que du coup ça te pousse à réfléchir. D'accord. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je fais bien? Et est-ce que justement, dans ces situations-là, t'es plus du genre à te dire je me remets en question, ce qui peut être normal, mais ou plutôt je fais en sorte que ce qui m'a été dit, ça soit une force supplémentaire pour pouvoir justement leur montrer que mon choix est raisonnable et que ça va le faire? Ça l'a été pour moi. Les gens qui essayaient de me tirer vers eux ou me dire de ne pas faire, ça me motivait. Encore plus envie de le faire. Ok, C'est juste de protéger ceux qui te sont proches, mais les autres, au contraire, les autres, c'est une source de motivation. bien sûr. Ok. Donc là, Merci à eux, j'ai envie de dire. oui, merci à eux, tu as raison. Aujourd'hui, on croise encore quelques-uns et ils sont toujours au même endroit et il n'y a rien qui a changé. Pour eux, peut-être que ça leur convient, mais je me dis que si j'étais resté là, non, je pense que ça me conviendrait plus. Dans ces gens-là, souvent, tu as deux profils. On va pas généraliser, mais souvent, tu as deux profils. Tu as ceux vraiment qui t'aiment, qui t'apprécient, qui veulent te protéger et qui ont peur pour toi. Ce qu'on peut comprendre en se disant attention, il s'en va dans l'inconnu. On a ceux qui se disent ah, moi, je suis dans mon confort, je veux pas y bouger. Ah, ça serait bien que celui à côté de moi, il reste aussi dans ce confort-là, parce que si jamais il va saisir cette opportunité et s'éclater, ah, moi, je vais éclater, mais moi, j'ai pas le courage d'y aller. C'est que ça, hein, c'est que la plupart du temps, 90% du temps, des gens qui essaient de te raccrocher à eux, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le courage de franchir ce cap. Hein. Exactement. En tout cas, toi, tu l'as eu et bravo. Et ouais, je me souviens justement à l'époque,
tu m'as dit tout de suite, allez, on fonce. Et ce qui m'a marqué le plus profondément, c'est Max, j'ai pas de temps à perdre. C'est ça. C'est plus ou moins tes mots, mais en gros, c'est Max, j'ai pas de temps à perdre. Dis-moi ce que je dois faire. Je veux faire de la qualité, je veux tout de suite avoir des résultats. Et j'ai cette vision si managériale, je veux pas attendre. J'ai pas de temps à perdre. Le MLM, je l'ai compris. Qu'aujourd'hui, je veux allier un métier que j'adore parce que tu étais passionné de l'immobilier, du commerce, de la vente. Hein. Tu vendais déjà des bécanes quand tu étais gamin, etc. Tu avais ça dans le sang. Et je me souviens vraiment de cette partie-là et t'es tout de suite. On a bossé ensemble et t'es tout. Je pourrais quasi dire que t'es autodidacte. Enfin, je t'ai montré, mais ça rentrait, c'était parti, quoi. Ouais, que je dis souvent, je suis incommandable. C'est aussi pour ça que l'armée, à la fin, fonctionnaire pour l'armée, ça devenait un peu compliqué. Moi, j'ai un peu du mal avec l'autorité sans sens, tu vois. Mais par contre, je suis coachable. C'est pour ça que pour moi, tu avais de la réussite dans cette affaire. Explique-moi. Voilà, j'ai pas de temps à perdre. Explique-moi ce que je dois faire et je fais. C'est ça. C'est comme à l'époque, si quelqu'un qui roulait plus vite que moi me disait, écoute, tu dois freiner là, tu dois passer là, je le fais. Tu roules plus vite que moi, je te coûte. À contrario, l'autorité sans sens, comme je disais tout à l'heure, juste parce que quelqu'un avait donné un soupçon de pouvoir et qui te dit tu fais ça, et ça, j'en pouvais plus. C'est juste pas, ça me roule. Juste inspiré par l'exemplarité, quoi. Et c'est normal. Et c'est vrai que aujourd'hui, tu l'appliques parfaitement. On en parlera tout à l'heure à travers tes équipes et notamment à travers tes performances encore que tu réalises. D'ailleurs, on peut en parler. Parce que chez IAD, tu as deux métiers. On va parler de ton premier qui est de conseiller en immobilier. Donc là, ça fait des 10 ans. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, rien que sur ta production personnelle? 10 ans, donc alors quand je rentre, j'ai l'avantage d'avoir ce recul sur le marketing de réseau. Donc j'ai compris tout de suite ce que je devais faire de ce côté-là. Il fallait juste que j'apprenne à prendre les liaisons. Et là, je m'en place les deux. Donc je m'étais mis des objectifs. Je m'étais dit à 5 ans. À 5 ans, je veux tel résultat. Je savais qu'à 5 ans, je voulais avoir 100 personnes. Donc je l'avais écrit dans mon agenda, je me souviens encore, un 31/12/2020, je voulais avoir 100 personnes dans mon organisation. Et au 15/12/2020, j'avais ces fameuses 100 personnes. Donc, comme quoi il faut noter nos objectifs. Hein. On l'apprend souvent quand on fait du développement personnel ou quand on écoute les gens qui ont de la réussite. Mais c'est vrai, c'est véridique. Et je l'avais noté, on l'a réalisé, hein, ma team et moi, parce que ça reste un boulot d'équipe. Et en parallèle, pas mal de transactions, puisque l'immobilier, c'est comme la partie qui est rémunératrice, surtout dans les débuts. Et pour être exemplaire, comme tu disais tout à l'heure, je me devais aussi de vendre des maisons. Bien sûr, pour avoir des À part d'étonnement et terre entière. ouais, un petit peu de terrain, un peu de maison et autres. Donc pendant les 5 premières années, je fais entre 25 et 40 transactions à l'année. Ce qui est quand même déjà plutôt c'est une performance. Aujourd'hui, les bons conseillers font une vingtaine de ventes. Ouais, c'est ça. Attention, on n'est pas là pour, encore une fois, il y en a qui veulent faire que 10 ventes et c'est très bien pour eux, hein, Thomas. Mais c'est vrai que c'est une super performance et surtout, c'est net de souligner, c'est que c'est en complément de ce que tu mets en place pour la partie managériale aussi. Hein, donc ça prend du temps. En complément du développement, donc c'est vrai que je dis souvent, il faut tout de suite faire les deux. Alors, si on a envie, bien sûr, il y a des gens qui sont chez nous et qui ne font que de la transaction immobilière, et tant mieux. Mais j'avais cette chance d'avoir compris la puissance du marketing de réseau, donc je me mets tout de suite à développer, mais en complément des transactions qui me prenaient énormément de temps. Donc pendant 5 ans, on peut dire que, comme tu dis dans ton sport, j'avais la tête dans le guidon. 5 ans, ouais, de travaux forcés. C'est ça. Et en termes de ce qu'aujourd'hui, il y a des gens, je suis sûr que tu les inspires, ils se disent, mais j'aimerais bien avoir les résultats de Cyril. Quand même, niveau horaire, est-ce que tu peux me dire plus ou moins quel était ton... Je vais pas parler de nombre d'heures à la semaine, mais plus ou moins quand même qu'on puisse avoir un ordre d'idée. Beaucoup. Non, beaucoup. Je me suis j'ai jamais compté, j'ai jamais regardé. J'ai pas l'impression de travailler puisque je m'éclate dans ce que je fais. Donc que je suis en train de faire une transaction avec mes clients ou du développement ou de la formation avec mes équipes, j'ai pas l'impression de travailler. Donc du coup, j'arrive pas à le quantifier en heures de travail, mais beaucoup. Beaucoup, et comme je dis souvent, on m'a encore dit cette semaine,
J'ai proposé une visite un jour férié où les clients m'ont dit: «Ah mais vous travaillez?» Je dis: «Oui, je travaille, vous avez de la disponibilité?» Donc je suis allé faire une visite un jour férié, alors que certains peut-être étaient obligés. Mmh. J'aurais pu ne pas la faire. Mais en fait, voilà, je l'ai fait parce qu'ils avaient ce créneau-là et ça me dérange pas parce que j'étais plus 2 heures sur mon jour férié, mais à côté de ça, je sais pas ce que c'est qu'un lundi matin où j'ai souvenir que quand j'arrivais le lundi matin dans mon ancien job, je demandais à mes collègues: «Bah, ça va les gars?» «Ah bah, comme un lundi, ça qu'est-ce que j'ai pu l'entendre râler». Et leur dit: «Je sais plus ce que c'est qu'un lundi» puisque du coup, et le vendredi soir et tu as chômé, ouais voilà, c'est ça. Donc tout ça, je sais pas ce que c'est. D'accord. Et je me souviens aussi d'une petite anecdote quand tu as démarré, dans cette aventure. Hem, C'était, un lien avec justement le réveil. Tu me dis: «Moi, je peux pas peut-être dire mon pourquoi, mais en gros, tu as dit ça, hein, tu peux donc mon pourquoi, c'est je veux plus de réveil». C'était mon premier pourquoi, ouais. On est d'accord, hein? C'était mon premier pourquoi, un pourquoi qui était fort et c'est que je voulais plus le réveil. Je supportais pas en fait d'avoir un réveil, et qu'on me dise: «Tu dois te lever à telle heure» et ça, comme je disais tout à l'heure, je crois que je suis pas fait pour être dans le moule et me dire: «Tu dois te lever à telle heure», ça je supportais plus. Bon ça va, j'avais une petite marche, je pouvais arriver entre telle heure et telle heure, mais je devais quand même pointer. Si j'arrivais après l'heure, j'étais puni, on me prenait des minutes sur mon temps et ça me rendait dingue. Donc aujourd'hui, je mets toujours un réveil, mais je mets mon réveil. Ouais, voilà, quand j'ai envie. Mais comme je ne suis pas du matin, du coup, je le mets à détente. Bon. Mais je le mets quand même, je me lève tous les matins. Oui, c'est le ouais, le Ouais, ouais, quand même, tu as raison. encore aujourd'hui, je me lève tous les matins. Le matin, généralement, je fais mon administratif et autres. Mais c'est moi qui mets mon réveil quand j'en. OK. Donc super performant dans la durée, titre personnel, sur ta propre production. Après, développement équipe, ça faisait partie de ton ADN, en tout cas de ce que tu as découvert avec le MLM. Sauf que là, maintenant, tu es plus sur, finalement, une aventure humaine, si je puis dire, parce que par le biais de ta première expérience de l'MLM, c'était plus vendre de la téléphonie, qui reste très bien. Mais là, comme tu disais très justement, c'est tu vends des projets de vie. Aujourd'hui, en quoi c'était important pour toi de pouvoir accompagner justement des nouvelles personnes dans leur aventure entrepreneuriale? Ouais. À partir du moment où tu as compris que ta qualité de vie augmente et autres, tu as envie de partager ça. T'as envie de partager ça. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de faire réussir les gens, bien plus que le côté rémunération. Quand je vois des gens qui réussissent, qui s'épanouissent au quotidien, dans notre activité, c'est, pour moi, ça y est, j'ai gagné, quoi. En gros, c'est se dire, voilà, aujourd'hui, je recentre, j'ai envie d'aller aider cette personne, elle a du potentiel, peu importe d'où elle vient, je lui présente l'opportunité. Si elle veut s'y investir, s'engager, et elle réussit, ça sera un plus beau cadeau. C'est ça. Voilà. Donc tu dois mettre la réussite, si elle a réussi, moi, j'ai accompli ma mission, bon. Bien sûr. Et tu l'as dit, hein, le MLM, c'est de l'humain. Beaucoup d'humains avec ses qualités et ses défauts, hein. Mais ses défauts, c'est quand même la complexité de l'humain est pas évidente. Mais quand quand tout est réuni et que tu as l'épanouissement derrière, ouais, ça sera bonheur. Je m'étonne. Ça sera bonheur. Alors, donc là, si on revient justement sur la partie organisation, tout à l'heure, tu dis j'ai atteint mon cap 100. Donc, cap 100, c'est 100 personnes dans ton organisation commerciale. Donc, si je dis pas de bêtises, en 2020, bah, c'est ça, hein, 5 ans après. Aujourd'hui, 2025, combien de personnes dans ton équipe? on arrive à 150. Super. Donc, on a traversé 2 années quand même un petit peu plus compliquées. Donc, ça a freiné un petit peu le développement. Je m'attendais à toujours challenger, j'aime toujours aller chercher un peu plus. Je m'attendais à aller chercher le cap 200. Mais avec ce qu'on a traversé, être là 150 aujourd'hui, je pense que c'est plutôt pas mal. On a traversé ouais, cette période assez compliquée, donc tous ensemble, les coudes serrés, et puis aujourd'hui, voilà, on est à 150 dans trois pays. 3 pays, avec des fioles en Allemagne, des fioles en Espagne. D'accord. Ah, c'est une belle performance, comme tu dis, parce que c'est vrai que, ah, notamment un métier de conseiller en immobilier, pas que, hein, mais à travers ce qui s'est passé, a eu tendance un petit peu à s'écrémer. Alors des fois, on a tendance à dire en temps de crise, c'est pas plus mal, c'est les meilleurs qui restent. J'aime pas toujours cette expression, mais c'est vrai que je te connais, tu es plus sur la qualité que la quantité et vous en êtes très bien sorti.
Alors là, tu parles justement de nombre de filiales, enfin de développement à l'international. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc là, par exemple, tu parles de l'Espagne. Donc, tu as combien de personnes environ en Espagne? L'Espagne, il doit y avoir une orga entre 25 personnes peut-être actuellement. Ok. C'est pareil, on est monté un peu plus haut, mais les Espagnols aussi sont très... ils me tapent dans le dos, ils démarrent. Quand un pays comme ça démarre, il y a beaucoup d'écrémage. D'accord, tu l'as dit, la difficulté du démarrage d'un pays, l'écrémage aussi, parce que ça reste une mentalité latino où ils sont, à contrario de l'Allemagne, ils vont envoyer le contrat à l'avocat. Quand ils démarrent, ils sont prêts, alors que là-haut en Espagne, autour d'une sangria, ça partie, ils démarrent. Donc on a beaucoup qui ont démarré, quelques-uns qui ont abandonné. Mais là, la société, elle est en place. Le chiffre d'affaires, il explose. Donc, on commence à recruter des produits IMO. On a vraiment une base saine. Ok. Vraiment des conseillers qui sont là depuis maintenant les débuts, puisque j'ai eu la chance de démarrer des gens quasiment tout au début, à l'ouverture, en 1er mars 2018, avec Sylvie, une cliente qui quittait la France pour partir habiter là-bas, et qui m'a suivi, qui m'a fait confiance, qui est toujours là chez nous aujourd'hui. Et avec son organisation, avec Geoffrey, etc. derrière, qui lui a développé pas mal le pays. Donc, ouais, on a une bonne équipe, des bureaux. Des bureaux en plus. Alors, oui, la dernière, décembre 2022, je crois, ou 2023, j'ai acheté des bureaux là-bas en Espagne. On commence à mettre un pied justement là-haut, et puis surtout pour les accompagner. Donc, la partie indépendante, c'est bien, mais avoir une structure, avoir des bureaux, avoir de quoi se poser, travailler, au moins c'est indispensable. Ok, mais justement, c'est bien que tu apportes cette partie. Parce que je voulais te poser une question par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans le secteur de l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. Et vous dites, bah, Cyril, il est inspirant. J'aurais voulu avoir peut-être un peu plus d'informations. Si demain, cette personne-là te contacte, à quoi elle peut s'attendre en termes d'accompagnement, en termes de suivi, par rapport justement à une potentielle intégration? Comme tu l'as dit, un vrai suivi, un vrai accompagnement. D'une, parce que j'aime faire ça. Deux, parce qu'aujourd'hui, on a aussi l'expérience. Quand je dis on, c'est mes équipes, mes managers. Aujourd'hui, pas mal de managers qui sont plates depuis pas mal d'années, qui font le taf. Donc, on est là pour accompagner tous ces gens-là. On a plusieurs pôles de formation. D'accord. Je parlais d'un pôle tout à l'heure, un pôle à Malaga. Mais il y en a à Reims. On a acheté aussi des bureaux à Reims l'année dernière, il y a également. Déjà un de mes filleuls, Nico, qui a aussi des bureaux à Reims avec ses équipes. On a des bureaux à Épernay, à Chegan, sur Dijon. D'accord. Julien qui a des bureaux sur Dijon. Il y a les filles qui ont ouvert très très récemment, là, il y a quelques semaines, des bureaux en Normandie. Super. Donc, Ça y est, ça s'étoffe. ça duplique. Comme on dit toujours, dans un marketing de réseau, ce n'est que de la duplication. Eh ben, ça y est, duplique et c'est magnifique. Alors par contre, je sais pas, demain, imaginons, il y a une personne qui nous écoute et qui dit ouais, super, c'est bien ce qu'il dit, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup implanté sur la partie nord de la France. Super, il est en Espagne, mais moi j'habite à Marseille. Est-ce que j'appelle Cyril ou pas? Qui m'appelle, je suis la semaine prochaine à Toulon. D'accord. Donc, on va pouvoir se rencontrer. Alors t'es à Toulon pourquoi? Pour faire bronzette ou pas? Non, du tout. Je viens de démarrer une personne sur Toulon, justement. Ok. Donc, la semaine prochaine, je vais rouler en moto mardi et mercredi, je prends les transports et je vais accompagner, former ces nouvelles personnes une semaine, surtout. Donc peu importe la personne où elle se situe en France, elle peut te contacter, tu fais un accompagnement terrain, quoi qu'il arrive, c'est ça, pour faire en sorte qu'elle soit autonome, qu'elle duplique, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. En fait, c'est aussi la puissance de ce fameux marketing de réseau et cette récurrence qui nous permet de pouvoir prendre du temps pour eux. C'est-à-dire lever un peu le pied sur tout ce qui est transactions immobilières, avoir cette rémunération qui est issue justement de l'accompagnement et de la formation et permettre d'aller passer du temps avec eux. Super, comme je dis toujours, cette fameuse récurrence vaut tous les CDI et toutes les retraites du monde. Ça, je l'ai compris direct quand on m'a parlé de marketing de réseau. Souvent, j'ai des gens qui disent « Ah, mais moi, je veux un CDI ou je veux être… » Mais en fait, non, un CDI, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Et je dirais même plus, ça peut aller plus loin parce que ce que tu es en train de construire là, c'est un véritable fonds de commerce.
C'est ça. Exactement. Tu peux nous en parler un peu? C'est un véritable fonds de commerce puisque tout ce qu'on crée chez IAD nous appartient. C'est-à-dire que toute en organisation, aujourd'hui, moi, les 150 personnes qui m'accompagnent dans cette aventure génèrent un chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires, c'est le fonds de commerce de mon entreprise. Donc ça, si demain je souhaite arrêter d'immobilier pour telle ou telle raison, parce que j'ai envie de passer à autre chose, je vais pouvoir léguer ou revendre ce fonds de commerce. Super. Donc tu construis, tu sèmes tous les jours pour pouvoir récolter ou céder par la suite, C'est ça. à tes enfants ou éventuellement à une tierce personne. Exactement. Si demain je veux arrêter complètement l'activité et léguer ça à mes enfants, je peux le faire. Donc, ma fille est déjà aujourd'hui chez IAD en complément de ses études, mais si donc elle a démarré comme moi c'est un peu péjoratif, mais par la petite porte, elle est rentrée comme on rentre tous à 99% chez IAD en tant que conseillère animaux, mais elle aurait pu, si j'avais souhaité arrêter à ce moment-là, elle aurait pu rentrer tout de suite et bénéficier de mon travail et puis continuer, quoi. Ok. Bah, écoute, merci pour ce témoignage, pour ce retour d'expérience. Merci à toi. On s'est régalé. Je pense que vous aussi. Ce que je te propose, Cyril, j'ai quand même envie de te poser une dernière question. Vas-y. Aujourd'hui, si tu avais un message fort à passer justement à une personne qui est dans un job confortable, mais qui rêve de plus de liberté. Finalement, un petit peu ton cas, quelque part, ce que tu as pu connaître à travers ton métier de fonctionnaire, mais un peu le sentiment d'être étouffé et de vouloir t'épanouir davantage, peut-être aussi avoir un salaire à la hauteur de ton investissement, même si, comme tu le soulignais, tu étais quand même bien payé. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Ose. Ose. Oser sortir de sa zone de confort. Ouais. On parle beaucoup de fameuse zone de confort qui est là au quotidien et en fait elle n'a de confortable que le nom, si de confort. Donc ouais, oser sortir de cette zone de confort. Venez prendre des infos. La plupart du temps, les gens pensent connaître notre modèle, mais ils connaissent pas. Je prends l'exemple des agences traditionnelles. Ils disent tous, je connais IAD, mais en fait, ils connaissent absolument pas notre modèle. Et oser venir ne serait-ce que découvrir notre modèle. La plupart du temps, les gens n'osent même pas venir découvrir notre modèle. Donc, appelez-moi, appelez-nous, découvrir ce qu'on appelle une présentation d'opportunité IAD, le nez écouté. Et après, oser franchir le cap. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai sauté pas. C'était une falaise, j'avais en face de moi. Mais ouais, j'ai osé et je pense que c'est le message que j'aurais envie de dire, ouais, osez. Ok. Oui, formez ça, un message très fort. Formez-vous. Aujourd'hui, il y a Strike Up Academy qui est là pour vous former. Donc, formez-vous, c'est super important. On se forme pas, on se forme très peu. Aujourd'hui, comme je le disais, si j'étais resté peut-être dans mon cursus classique, j'ouvrirais encore des bouquins de moto. Et non, essayons d'ouvrir un peu autre chose, des bouquins de formation. Aujourd'hui, avec tout ce qui est réseau, YouTube et autres, c'est facile de se former, que ce soit en podcast, en vidéo et autres. Donc, faites-le. Faites-le, il y a plein de choses à découvrir. Super. Ben, merci en tout cas pour ton message. Vous l'avez compris, Cyril, vous pouvez le contacter. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire. On vous mettra en relation avec lui. En tout cas, merci encore pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à liker, à partager. C'est un grand plaisir de nous faire partager une fois de plus ce retour d'expérience, ce témoignage. Merci encore à toi, Cyril. Et puis on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!